Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Thierry Lasserre, qui est né le 15 mars 1973, il est physicien. Il est chercheur au service de physique des particules du commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Il est responsable scientifique du projet d'expérience de neutrinos de réacteur double Shoes au CEA. Pour son parcours, en 1997-2000, il a une thèse de physique au CEA, Université Paris 6. Le titre de la thèse, c'est « Mesure de l'abondance des astres sombres de masse stellaire du halo galactique par la recherche de phénomènes de microlentilles vers les nuages de Magellan ». 2000-2001, il a fait un stage postdoctoral au Max Planck Institute. Et pour ses spécialités, Thierry Lasserre est spécialiste de la physique des neutrinos. Il travaille sur la conception de détecteurs chargés de détecter ces particules. Ses travaux ont également porté sur la matière noire de l'univers. Pour ses publications, Thierry Lasserre est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues spécialisées internationales. Il a également publié des articles de vulgarisation dans des revues comme Pour la Science. Il donne assez régulièrement des conférences pour présenter les dernières découvertes et les derniers travaux dans le cadre de la physique des neutrinos. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci. Bonsoir. Donc je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui que la physique des neutrinos, c'est une physique qui est en pleine effervescence et on connaît actuellement une période qui est tout à fait excitante. Vous avez ici représenté des icônes et en fait chaque icône représente une conférence neutrino qui a lieu dans le monde cette année, donc en 2004. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Et tous les 2 ans, il y a dans le monde la grande conférence des neutrinos. Et cette année, à Paris, nous avons la chance d'accueillir au Collège de France cette conférence Neutrino 2004 qui réunit à peu près 500 physiciens spécialistes des neutrinos. Alors que font tous ces physiciens? Que recherchent-ils? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cet exposé. Alors ça sera peut-être le transparent le plus compliqué de ma présentation parce qu'il introduit un tas de notions nouvelles. Mais si vous regardez dans un dictionnaire un petit peu scientifique ce qu'est un neutrino, eh bien, vous allez voir qu'on vous dit que c'est une particule élémentaire qui possède un spin 1,5, c'est un fermion. Selon le modèle standard de la physique des particules, sa masse est nulle, toutefois elle pourrait être différente de 0, et c'est un lepton. On vous dit aussi que les neutrinos interagissent très peu, uniquement par une interaction dite faible, et qui sont insensibles aux interactions fortes et électromagnétiques. De soit, la probabilité donc, est très faible, donc il faut une épaisseur de l'ordre de l'année-lumière, donc une épaisseur pharaonique de plomb, par exemple, pour arrêter les neutrinos qui la traversent. Il existe 3 saveurs de neutrinos, on dit électronique, muonique et tauique. Voilà, donc c'est beaucoup d'informations, beaucoup de notions, et mon but dans cet exposé, c'est de rendre l'essence de ce texte un peu plus claire, donc d'ici une cinquantaine de minutes. Alors, avant de commencer vraiment à parler des neutrinos, je voudrais qu'on replonge au cœur de la matière et vous redonner les ordres de grandeur qui sont fondamentaux. Donc partons de l'échelle de la molécule, 10 moins 8 mètres. Les molécules sont composées d'atomes. Donc là, on est à 10 moins 10 mètres. Atomes qui sont composés donc d'un noyau et d'électrons qui orbitent autour. Très important, ces électrons sont élémentaires, mais si on plonge encore dans la matière, les noyaux ne sont pas des constituants élémentaires puisqu'ils sont constitués de nucléons, de protons, de charges positives, et de neutrons, donc neutres. Et là, on est à 10 moins 14 mètres, et on peut encore plonger plus profondément dans la matière, et les nucléons sont en fait composés de quarks, et on est au niveau là, des constituants élémentaires, et c'est à ce niveau-là qu'on va travailler quand on va aussi parler des neutrinos. Alors, dans tout cet exposé, je vais avoir besoin d'une notion fondamentale qui est la notion de radioactivité. La radioactivité a été découverte à la fin du siècle précédent, donc en 1897. Alors, donc, que se passe-t-il? Les noyaux qui sont composés de nucléons ne sont pas tous stables, ils sont instables. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours trouver un moyen pour arriver dans une configuration énergétique qui est plus favorable. Alors, si on se souvient de la fameuse relation d'Einstein E égale mc2, un noyau qui a une énergie donnée va se comporter de telle façon qu'il va se retrouver dans un état avec une énergie un petit peu plus faible, qui correspond à une masse plus faible.
Donc le noyau comme ça se désexcite et il y a plusieurs façons pour se désexciter. Une première façon, c'est d'émettre une particule alpha, on appelle ça la radioactivité donc alpha. Une particule alpha est composée de 2 neutrons et de 2 protons, c'est une particule qui est chargée, donc qui va être défléchie dans un champ magnétique, comme vous pouvez le voir ici. Donc le deuxième type de radioactivité qui permet au noyau de se désexciter est la radioactivité qui est dite gamma, où un noyau excité va émettre un photon. Alors, ce n'est pas un photon comme les photons visibles, tout ça c'est une question d'énergie. Je vais maintenant introduire une unité que vous connaissez peut-être déjà, qui est fondamentale en physique des particules. C'est une unité pour compter les énergies, c'est l'électronvolt. Alors la définition d'un électronvolt, c'est l'énergie, c'est l'énergie qu'acquiert un électron quand on le place sous une différence de potentiel de 1 volt. Ça, c'est pas très parlant. Typiquement, la lumière qu'on capte avec nos yeux, la lumière visible, c'est de l'ordre de l'électronvolt. Et là, pour ces photons gamma qui sont émis par les noyaux, on est de l'ordre du méga électronvolt, donc 1 million de fois plus énergétique. Alors c'est pour ça que, alors que les particules alpha s'arrêtent avec une feuille de papier, eh bien, les particules, par contre, les rayons gamma qui sont des photons, eux, il faut une plaque de plomb pour les arrêter. Par contre, ces derniers ont une charge électromagnétique nulle, donc ils ne sont pas défléchis dans les champs magnétiques. Voilà. Alors maintenant, le troisième type de radioactivité, le plus important pour nous, c'est celui qui va concerner les neutrinos, et on va le voir tout au cours de cet exposé, c'est la radioactivité qui est dite bêta, où un noyau va se transmuter, par exemple du cobalt 60 se transmute en nickel 60, et au cours de cette transmutation, on va avoir émission d'un électron, et aussi d'un neutrino, ou, voire, on le verra, d'un antineutrino. Et c'est cette radioactivité-là qui nous intéresse. L'électron est une particule chargée, de charge négative, qui est donc défléchie, comme on le voit ici, dans un champ magnétique. Alors, venons-en maintenant au problème de ces désintégrations bêta, de la façon dont elles étaient vues au début du siècle. Donc, on se place maintenant en 1914. On a vu qu'au cours de ces désintégrations, un électron est émis, et on peut faire une mesure de l'énergie de cet électron. Alors si on réfléchit simplement, on se dit, voilà, j'ai un noyau qui a une masse 1, qui devient un noyau qui a une masse 2, la différence d'énergie que j'ai, c'est la différence de masse, grosso modo, j'ai qu'un électron qui est émis, et l'électron donc va prendre toute l'énergie possible, et donc à chaque fois, je vais avoir, si je mesure l'énergie de cet électron, je vais avoir tout le temps la même chose. Alors pourquoi le noyau lui prend pas trop d'énergie? C'est un peu comme quand on tire une balle de pistolet, c'est la balle qui part très rapidement et le pistolet, lui, évidemment, ne bouge pas énormément. Donc on s'attendait à avoir ici un spectre avec un pic, alors je vais vous le pointer ici, donc avec un pic d'énergie. Donc l'électron prend toute l'énergie disponible. Or, ce qui était observé était bien différent, puisque l'électron avait une énergie qui pouvait aller de cette valeur-là à 0, donc il y avait un spectre d'énergie qui était continu, et ça posait un problème énorme à l'époque, qui a amené des physiciens tels que Bohr, d'éminents physiciens, à proposer que la conservation de l'énergie soit violée dans ces désintégrations bêta. Alors le remède désespéré est arrivé par Pauli, en 1930, donc physicien suisse d'origine autrichienne. Dans cette fameuse lettre qu'il a envoyée, donc il ne pouvait pas assister à un meeting qui avait lieu à Tübingen, en Allemagne. Donc il a écrit cette fameuse lettre, Liber radioactiv Damen und Herren. Heureusement, aujourd'hui, les traducteurs automatiques font des miracles. Donc voici cette même lettre en français. Et je vais vous lire quelques extraits. Et il dit, voilà, donc, j'ai découvert un remède inespéré pour sauver les lois de conservation de l'énergie. Il s'agit de la possibilité d'existence dans les noyaux de particules neutres, de spin ennemis, obéissant au principe d'exclusion, mais différentes des photons parce qu'elles ne se meuvent pas à la vitesse de la lumière, et que j'appelle neutrons. Je vous rappelle qu'à l'époque, en 1930, le neutron tel qu'on le connaît aujourd'hui n'avait pas été découvert, donc lui pensait au neutrino. Et je continue, le spectre bêta serait alors compréhensible si l'on suppose que, pendant la désintégration bêta avec chaque électron, est émis un neutron, donc pensez pour nous un neutrino, de manière que la somme des énergies du neutron et de l'électron soit constante. Voilà, le neutrino a été inventé à ce moment-là. Alors il dit aussi que j'admets que mon remède puisse paraître invraisemblable, car on aurait dû voir ces neutrons bien plus tôt si réellement ils existaient. Mais pourquoi on ne les voyait pas? C'est parce qu'ils interagissent, on va le voir très peu, avec la matière. Alors très vite, un physicien éminent propose une théorie de la désintégration bêta en 1934, il s'agit de Fermi, et il baptise pour la première fois le neutrino.
Alors entre-temps, en 1932, le neutron avait été découvert par Chadwick et on voyait l'atome comme donc un noyau atomique constitué de protons et de neutrons et puis des atomes orbitant autour. Alors dans cette théorie de la désintégration bêta, on voit les choses de façon un peu plus claire. Vous avez ici donc ce qui se passe dans une de ces transmutations, c'est qu'un neutron d'un atome va se transformer en proton et émettre en même temps un électron et ici, dans ce cas-là, un antineutrino. Alors ça, quand on a un électron qui est émis, on a une désintégration dite bêta-, mais on peut aussi transmuter un proton dans un neutron qui mènera à une désintégration donc type bêta+. Alors peut-on détecter ces neutrinos? Eh bien, avec cette théorie, on peut commencer à faire des calculs. Quelle est la probabilité d'interaction de ce neutrino avec la matière? Et là, eh bien, les calculs montrent qu'il faut de l'ordre de grandeur d'une année-lumière de plomb pour vraiment les arrêter. Une année-lumière, je vous rappelle que ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc les théoriciens pensent que les neutrinos sont donc indétectables. Et ça ne va pas décourager les expérimentateurs qui vont, on va le voir, relever le défi. Alors, quelles sont les sources de neutrinos? Alors, les gens pensent, on va le voir, pourquoi aux explosions atomiques, et les gens pensent aussi rapidement aux réacteurs nucléaires. Alors, pourquoi ces deux émetteurs de neutrinos? Eh bien, ça, c'est toujours, on va revenir encore sur les désintégrations bêta. Je voudrais faire une toute petite parenthèse en ayant très vite sur la fission nucléaire. Donc, la fission, c'est un processus où quand un neutron bombarde un noyau difficible tel que l'uranium-235, eh bien on peut scinder ce noyau en deux composés, et comme ça on produit de l'énergie, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires, et en plus on produit des neutrons. Ces neutrons vont à leur tour aller casser des atomes des noyaux d'uranium-235, et ainsi de suite. Si la réaction est contrôlée, c'est ce qui se passe dans un réacteur nucléaire, on produit de l'énergie. Si la réaction n'est pas contrôlée, ça s'emballe, et on a une explosion nucléaire. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les produits de réaction qui sont produits ne sont pas des noyaux stables, mais des noyaux instables. Et ces noyaux instables, eh bien, ils se désintègrent par phénomène de radioactivité bêta, et donc au fur et à mesure, comme ça, on a production de neutrinos. Alors les physiciens commencent à calculer et se rendent compte que bon, c'est pas impossible qu'on puisse détecter ces neutrinos en se plaçant, par exemple, très près d'une centrale nucléaire. C'est ce qu'on fait en 1956, donc vous voyez qu'il a fallu attendre 25 ans pour la détection de ces neutrinos. C'est ce qu'ont fait messieurs Rines et Cowan, qui ont d'ailleurs eu le prix Nobel pour cette découverte. Ils ont été détectés, ici il s'agit des antineutrinos émis par le réacteur nucléaire de Savannah River aux États-Unis. Donc vous avez ici sur la gauche un schéma du détecteur, vous avez une photo des deux protagonistes. Et je vais vous dire comment on les détecte, ces neutrinos. Donc il y a une réaction qui est possible, donc on ne voit jamais de neutrino parce qu'il n'a pas de charge, donc il ne laisse jamais de trace vraiment directe dans un détecteur, c'est bien là le problème. Par contre, le neutrino peut interagir avec un proton libre dans un milieu, et ça donne un positron et un neutron. Et si on est capable de détecter et de signer ce positron et ce neutron, je rappelle que le positron, c'est simplement un électron, mais de charge positive, puisque c'est son antiparticule, à ce moment-là, on est capable d'avoir signé, on a vu comme ça un antineutrino de réacteur. Alors ça, on est capable de le faire. Je vous passe sur la technique. Simplement, comment est-on sûr qu'on a bien vu des neutrinos du réacteur? Eh bien, c'est simple dans ce cas-là. Quand le réacteur est en marche, vous avez 4 événements qui ressemblent à des antineutrinos par heure. Et puis si vous coupez le réacteur, vous n'en avez plus qu'un. Total 4 moins 1 égale 3, 3 neutrinos par heure. C'est un résultat qui est significatif. Le neutrino a été détecté. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu du neutrino dans le cadre du modèle standard et comment il a permis de mieux comprendre les constituants de la matière. Et je vais vous parler d'une autre façon de produire ces neutrinos. Ce sont les faisceaux de neutrinos, car on sait produire des faisceaux de neutrinos, et ça depuis assez longtemps maintenant. Alors, on sait faire circuler des protons, on sait accélérer des protons, simplement, et ces protons, on peut les envoyer sur une cible. Et si vous avez assisté aux exposés précédents, quand ces expériences sont faites, on crée un tas de nouvelles particules qui sont instables. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces particules sont par exemple ce qu'on appelle des mésons, et ce sont des pions ou des kaons, par exemple. Alors on peut focaliser ces particules ici. Donc comme ça, on a un faisceau de ces particules instables.
Et ensuite, on peut les laisser dans un long tuyau, comme celui qui est représenté sur cette photo. On peut laisser ces particules se désintégrer. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les pions, quand ils se désintègrent, émettent des neutrinos. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut un faisceau de neutrinos, on ne veut pas un faisceau de toutes les particules qui sont avec tout ça. Donc, on va mettre un absorbeur. Cet absorbeur absorbe tout sauf les neutrinos. Et à la sortie, après cet absorbeur, il vous reste ici un faisceau pur de ces neutrinos. Alors ça a été réalisé un premier faisceau en 1963 dans une expérience célèbre de Brookhaven qui a permis de détecter un deuxième neutrino. Donc les trois protagonistes qui sont ici, donc les Derman, Schwartz et Steinberger, ont eu le prix Nobel d'ailleurs pour cette découverte. Alors en fait, les gens se demandaient si le neutrino, parce qu'on savait qu'on produisait des neutrinos quand on avait de telles réactions, mettant en jeu ces mésons, se demandaient si ce neutrino est le même que le neutrino qui était vu par Rhines et Cowan. Et en fait, donc ils ont produit ce faisceau, et si les neutrinos étaient identiques, dans un détecteur, on aurait dû voir l'apparition d'autant d'électrons que de muons. Donc tout ça pour définir en fait ce que c'est qu'un neutrino électronique. Un neutrino électronique, c'est un neutrino qui, quand il va interagir dans le détecteur, va vous faire apparaître un électron. Et ce qui s'est passé dans cette expérience, c'est qu'ils n'ont pas vu seulement des électrons apparaître, mais ils ont vu majoritairement des muons apparaître à partir de rien. C'est parce que simplement ce qui s'est passé, c'est qu'un neutrino muonique a interagi dans le détecteur ici et a produit un muon qu'on a détecté. Il existe donc, à partir de cette époque-là, deux types de neutrinos. Alors comme ça, on peut, vous voyez, construire le modèle standard de la physique des particules. On peut détecter les particules de matière. Donc on part maintenant de deux blocs. On a des électrons et des neutrinos électroniques. On a maintenant des muons. Le muon, je ne l'ai pas précisé, c'est simplement le cousin lourd de l'électron. Il est 200 fois plus lourd. Est associé à ce muon un neutrino muonique. Il existe en fait une troisième famille de particules qui est la famille tauique, où on a un tau et un neutrino tauique. Ça, c'est ce qu'on appelle le secteur des leptons. À côté de ce secteur des leptons, on a d'autres particules qui constituent la matière, qui sont les quarks. Ça, c'est la matière, mais vous avez entendu parler de l'antimatière. Donc, on a 12 particules de matière et on a aussi leurs antiparticules. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui concerne la matière. Maintenant, concernant les forces, vous savez que ces particules de matière, eh bien, elles doivent s'échanger des informations, elles doivent interagir, elles interagissent. Et il y a 4 forces fondamentales qui ont été présentées dans les exposés précédents. Donc je vais aller de façon assez rapidement sur ces forces. Donc la gravitation qui est bien connue, qui explique la chute des corps, le mouvement des planètes. Vous avez aussi l'interaction électromagnétique qui est responsable de tous les phénomènes qui mettent en jeu le magnétisme, donc les micro-ondes, les téléphones portables, tous les phénomènes électrostatiques. Il y a une interaction forte, qui est l'interaction qui est responsable de la cohésion des protons et des neutrons dans les noyaux. Et il y a une interaction faible, qui est celle qui nous intéresse, qui est celle qui concerne la radioactivité et les neutrinos. Alors pourquoi les neutrinos interagissent si peu avec la matière? Eh bien, c'est qu'ils ne sont sensibles qu'à 2 de ces interactions, la gravitation et l'interaction faible. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse pour vous dire qu'en physique des particules, on représente les interactions par des échanges de particules qu'on appelle des bosons vecteurs, un peu à la manière dont vous voyez s'il y avait 2 skateurs qui descendent donc sur une route et un skateur a un sac de sable, s'il le lance à son partenaire, vous allez voir que les skateurs vont s'écarter. Ils ont comme ça interagi en s'envoyant ce sac de sable. Imaginez des particules qui font la même chose, qui s'interagissent en s'envoyant d'autres particules. Donc voilà comment maintenant on décrit l'interaction faible. Donc je viens à la théorie telle qu'elle est maintenant. Donc ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, où nous avons un neutron qui se transforme en proton pour donner un électron et un antineutrino, réaction bêta. En fait, ce qui se passe est un peu plus compliqué. Dans la matière, un neutron est composé de 3 quarks, 2 quarks D et un quark U. Et ce qui se passe, c'est que ce quark D se transmute en un quark U. Il y a échange de cette particule qui est le W, particule de vecteur de l'interaction faible. Et ce W donne à la sortie l'émission de cet électron et de l'antineutrino. La même chose est valable pour l'interaction bêta+, où par contre, là, on transforme un quark U en un quark T. Voilà. Alors maintenant, parlons un petit peu des sources de neutrinos
dans la nature. On a vu que, donc on est assez gâté, ça on peut le dire, puisqu'on a un tas de sources avec des propriétés très différentes, des distances très différentes, donc on peut faire beaucoup de physique avec tout ça. On a parlé déjà des réacteurs nucléaires, qui sont des sources copieuses de neutrinos. On a parlé des accélérateurs, mais la Terre, la croûte terrestre, ça je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, émet aussi des neutrinos, et on est sur le point, cette année, de faire la découverte de ces neutrinos dits géophysiques. L'atmosphère est une source de neutrinos, source très importante, car elle a permis de comprendre que les neutrinos n'étaient pas des particules sans masse, mais avaient une masse donnée. Le Soleil est une source aussi copieuse de neutrinos. Les supernovae, alors les étoiles comme nous naissent, vivent et meurent, et les étoiles massives peuvent avoir une mort plutôt cataclysmique, elles explosent, ce qui donne ce phénomène de supernova. À chaque fois que j'ai mis un petit drapeau, ça veut dire que bon, la découverte est là, on a déjà vu ces neutrinos. Par contre, vous verrez qu'à la fin, je parlerai d'astronomie neutrino, car maintenant, c'est vers le cosmos qu'on se tourne, et il y a des accélérateurs astrophysiques qui pourraient produire ces particules, et l'univers contient aussi énormément de neutrinos, on le verra à la fin. Alors, pour l'anecdote, il n'y a pas que toutes ces sources de neutrinos, vous avez aussi l'être humain, parce que l'être humain contient 20 mg de potassium, et puis dans le potassium a un isotope qui est le potassium 40 qui lui est radioactif. On a vu que toute source radioactive était source de neutrinos, donc nous émettons chaque jour 340 millions de neutrinos, et puis donc pour la petite histoire, ces neutrinos s'échappent et partent aux confins de l'univers à une vitesse proche de celle de la lumière. Alors maintenant, je vais vous raconter l'énigme des neutrinos solaires. Vous parlez de neutrinos atmosphériques, et tout ça pour nous mener à la propriété fondamentale qui vient récemment d'être découverte, celle de l'oscillation des neutrinos. Alors, parlons de l'énigme des neutrinos solaires. Le Soleil est une source copieuse de neutrinos, donc on aimerait bien les détecter. Pour ça, donc, il faut voir qu'en 1938, Bethe réalise que le Soleil brille à cause de réactions de fusion nucléaire qui ont lieu en son cœur. Et le bilan de cette réaction, qui est une chaîne de réaction assez compliquée, c'est que 4 protons vont fusionner pour donner un noyau d'hélium. Ce qui est important, c'est qu'on libère comme ça de l'énergie, mais pas seulement de l'énergie, on libère aussi, vous voyez, au bilan, 2 neutrinos. Donc le Soleil émet des neutrinos de type électronique uniquement. Alors ces neutrinos parcourent donc l'espace et mettent 8 minutes pour arriver sur Terre, puisqu'ils voyagent presque à la vitesse de la lumière. Et on peut calculer assez facilement le flux de neutrinos qu'on reçoit sur Terre, et on tombe sur ce nombre pharaonique, puisque chaque seconde, sur chaque centimètre carré, donc la surface d'un ongle, nous recevons 66 milliards de neutrinos, et ce, de jour comme de nuit. Alors pour détecter ces neutrinos, on a vu qu'ils interagissent très très peu, donc il faut des détecteurs extrêmement massifs pour capter quelques neutrinos, on va le voir. Il faut se protéger du rayonnement cosmique, et ça j'y viendrai, parce qu'on est bombardé sans arrêt par un rayonnement cosmique qui nous vient de toutes les directions, et évidemment qui est bien plus intense que le rayonnement des neutrinos, donc il faut s'en affranchir. Et pour ça, on arrête le rayonnement cosmique en se plaçant dans une mine à 2 km de profondeur ou sous une montagne. Et puis, on a vu que toute radioactivité produisait des neutrinos. En conséquence, le détecteur, il faut qu'il soit construit en matériau extrêmement pur, de façon à ne pas gêner la détection de ces particules qui laissent des signaux très très faibles dans les détecteurs. Alors le pionnier de la détection des neutrinos solaires, c'est M. Ray Davis, qui a construit aux États-Unis dans la mine d'or de Homestake le premier détecteur de neutrinos, qui a fonctionné à partir de 1967. Alors c'est 600 tonnes de détergent, c'est du tétrachloréthylène. Et à la même époque, un physicien américain, là aussi, Bacall, fait ses premières prédictions du flux de neutrinos solaires qu'on attendait. Alors le but de cette expérience, c'était pas du tout au départ pour étudier les propriétés des neutrinos, enfin peut-être dans leur tête, mais pas pour d'autres personnes qui donnaient les financements. C'était de voir à l'intérieur d'une étoile et donc vérifier directement l'hypothèse de production d'énergie nucléaire au sein de ces mêmes étoiles. Vous avez ici une photo du détecteur de Ray Davis, de ce réservoir qui contient ces 600 tonnes de détergent. Et c'est une expérience de type radiochimique, parce qu'on va utiliser le fait qu'un neutrino peut interagir avec du chlore, 37 ici, pour donner de l'argon, c'est une réaction qui est permise, et puis un électron. L'important, c'est que l'argon, lui, est radioactif avec une période de quelques 50 jours. Donc pendant un certain nombre de temps, il va se désintégrer pour redevenir, donc se retransmuter. Alors ce qu'a fait Ray Davis, c'est exposer le détecteur pendant plusieurs semaines aux neutrinos.
et puis ensuite il a purgé avec de l'hélium ces atomes d'argon, qu'il est ensuite allé compter. Ça marche, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce qui était attendu d'après les modèles solaires, c'est un neutrino dans ce détecteur par jour. Vous voyez, hein, un détecteur si grand pour détecter seulement un neutrino par jour. Et Ray Davis, lui, en détectait un tous les 3 jours, donc un déficit de 30%. Le problème des neutrinos solaires est né comme ça. Alors, on pouvait se dire un déficit de 30%, oui, soit, mais les neutrinos qu'observait Ray Davis sont des neutrinos un petit peu énergétiques et qui sont difficiles. Il est difficile d'en calculer exactement le flux. Donc les gens ont fait cette expérience très importante en Italie, qui est l'expérience Galex, hein, qui vient juste de s'arrêter. Galex est une expérience là aussi radiochimique qui est située dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso, en Italie, en bas-côté d'un tunnel autoroutier qui relie Rome à la côte adriatique. Vous voyez ici donc cette montagne des Abruzzes et puis les halls de ce laboratoire. Alors, cette expérience Galex, vous la voyez ici dans le hall A du Grand Sasso. Et à l'intérieur de ce bâtiment, vous avez le détecteur qui, là aussi, donc, là, c'est une expérience aussi radiochimique où on transforme du gallium en germanium après capture de neutrinos solaires. Et ce qui est important, c'est qu'on peut capturer les neutrinos qui sont très peu énergétiques, ceux qui sont vraiment produits dans les premières réactions de production d'énergie du Soleil. Donc, la prédiction est relativement fiable. Donc là aussi, on expose le détecteur pendant plusieurs semaines et ensuite on va extraire ces atomes de germanium et compter les désintégrations radioactives. Donc on compte comme ça le nombre de neutrinos qui ont interagi dans le détecteur et on compare aux prédictions. Et là aussi, on observe un déficit de l'ordre de 50-60%. Donc le problème des neutrinos solaires est confirmé. Mais aussi bien plus important, cette expérience première a été unique hein, parce qu'elle a détecté ces neutrinos les moins énergétiques, ceux qui sont vraiment à la base de production d'énergie du Soleil, qui prouvent bien que le Soleil fonctionne au nucléaire. Alors, on va voir que le déficit comme ça s'est confirmé. Là, c'est une autre expérience qui a eu lieu au Japon. En fait, c'est la deuxième expérience du nom, Super Kamiokande, qui a suivi l'expérience Kamiokande, dont je ne vais pas parler. Vous avez ici une photo de ce détecteur où nous avons de l'eau très très pure. Alors c'est un détecteur gigantesque hein, qui mesure 40 mètres de diamètre, 40 mètres de hauteur, donc la hauteur d'un immeuble de 5 étages, et qui est donc tapissé de ces yeux que sont des tubes photomultiplicateurs que je vais vous décrire dans quelques instants, que vous voyez ici sur toute la surface du détecteur. Vous voyez ici le détecteur lors du remplissage où vous voyez un canot ici pour les gens qui nettoient ces tubes photomultiplicateurs. Alors quelle est la réaction qui est utilisée ici ? Elle est différente. On peut détecter les neutrinos presque en temps réel, puisqu'un neutrino du Soleil peut taper sur un électron diffusé, processus de diffusion dit élastique, et puis à la fin, on va avoir un électron qui va prendre de l'énergie. Et si l'électron dépasse la vitesse de la lumière dans le milieu, ce qui est tout à fait possible, puisque la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est de 220 000 km par seconde, eh bien, se produit un phénomène qui est dit émission de lumière Cherenkov. Et au bilan, tout ce qu'il faut retenir, c'est que eh bien, les neutrinos font des ronds dans l'eau, hein, puisqu'on on éclaire le détecteur comme ça, avec ces anneaux, et on va compter ces anneaux pour compter le nombre de neutrinos. Alors ici, chacun des points représente un des tubes photomultiplicateurs du détecteur. Et ces tubes, je voudrais vous en parler un petit peu pour vous montrer comment les physiciens font pour vraiment voir ces interactions extrêmement faibles. Voilà un de ces tubes. La première étape, c'est de convertir un photon qui arrive ici à la surface, un photon de lumière bleue, de cette lumière Cherenkov. Eh bien, les photons, on ne sait pas très bien les mesurer. Ce que savent mesurer les physiciens et donc les ingénieurs sont des courants. Donc, à la surface de ce tube, on transforme le photon en un électron. Mais un électron, ce n'est pas beaucoup, hein, surtout que les signaux sont très faibles. Donc, il faut l'amplifier. Et on amplifie avec la base de ce tube photomultiplicateur, où vous voyez qu'un électron va ici rentrer. Et ici, on a des champs électriques qui s'intensifient, donc on accélère comme ça les électrons. Et ici, un électron va en donner 2, 2 ensuite 4, et ainsi de suite. On va garder une relation de proportionnalité. Et à la fin, on amplifie le signal par un facteur de 10 millions. Mais tout en gardant, en gardant une relation qui permet de remonter, comme ça, de calculer, de bien mesurer l'énergie qu'on avait du neutrino au départ. Alors, pas de surprise ici. Hein, l'expérience Super Kamiokande, donc je n'ai pas donné la masse, excusez-moi, qui contient 50 000 tonnes tout de même d'eau très pure, hein, confirme le déficit de neutrinos électroniques du Soleil.
Alors ça a amené au problème des neutrinos solaires. Toutes les expériences voient un déficit. Ah ah. Alors, que se passe-t-il? Bon, on peut très bien se dire, bon, vous savez, en astrophysique, hein, calculer quelque chose à un facteur 2 à l'époque, c'est pas si mal. Bien, soit les astrophysiciens, les gens qui ont fait des modèles solaires, sont devenus de plus en plus persuasifs, donc ça devenait difficile de contredire le modèle solaire, d'autant plus qu'il y a eu des mesures hein, qui sont arrivées. Ou on pouvait avoir des propriétés nouvelles en physique des neutrinos. Propriétés nouvelles, alors déjà en 1957, un physicien, Pontecorvo, avait proposé l'idée que les neutrinos pouvaient se transformer comme ça, on va y revenir, en antineutrinos, c'est ce qu'on appelle une oscillation, et je vais y revenir amplement. Et puis en 1962, on a aussi 3 physiciens qui formalisent l'idée d'oscillation. Donc imaginez un neutrino qui part du Soleil électronique et qui se transforme en un neutrino d'une autre saveur. Vos détecteurs ne détectent que des neutrinos électroniques, donc eh bien évidemment, vous ne comptez pas le bon nombre de neutrinos à l'arrivée. Donc pour résoudre le problème, il fallait absolument une expérience capable de mesurer non seulement les neutrinos électroniques, mais aussi les autres saveurs, muoniques et tauiques. Cette expérience est arrivée, a commencé à donner ses résultats en l'an 2001. C'est l'expérience canadienne, essentiellement, qui est conçue au Canada, puisque c'est une collaboration là aussi internationale, l'expérience SNO pour Sudbury Neutrino Observatory, qui est située dans une mine. Vous voyez cette mine à 2 km de profondeur. Vous avez ici une photo du détecteur lors de sa construction. Et puis là, vous avez un schéma du détecteur. Hein, vous voyez la taille ici d'un être humain. Donc là aussi, c'est un détecteur gigantesque hein, qui fait à peu près pratiquement 40 mètres de haut. Et l'astuce pour détecter tous les neutrinos, c'est de ne pas le remplir d'eau pure, mais de le remplir d'eau lourde. Alors l'eau pure, c'est H2O, molécule d'eau toute simple. L'eau lourde, on remplace de l'hydrogène par donc, un deuton, du deutérium. Donc on rajoute un neutron, simplement. Et avec ça, c'est une astuce qui permet de détecter toutes les saveurs, comme je vais vous le montrer. Alors avec SNO, qui contient de l'eau, on peut exactement refaire ce qu'a fait Super Kamiokande, où là vous voyez qu'un neutrino électronique peut venir taper sur ce deutérium et puis transformer un neutron dans un proton et donc en émettant un électron. C'est une réaction qui n'est sensible qu'aux neutrinos électroniques. Et là aussi, on confirme le déficit. Il manque des neutrinos électroniques, hein, il manque à l'appel. Par contre, il y a une autre réaction qui est possible. C'est l'interaction de n'importe quel neutrino, électronique, muonique et tauique, juste pour venir casser cette molécule de deutérium. On va donc avoir un proton et un neutron. Et le neutron, lui, on peut le détecter parce qu'il peut être capturé par exemple du chlore et émettre une bouffée d'énergie. Et c'est cette bouffée d'énergie qu'on va aller mesurer. Et donc on en a une réaction qui mesure les nuées comme les numus, comme les nutos. Et quand on compare ce que mesure cette réaction par rapport à ce que prédit le modèle du Soleil, vous voyez qu'on retrouve un accord parfait. Voilà, le problème est résolu. Et que se passe-t-il? Eh bien, au cours de leur trajet vers la Terre, une partie des neutrinos électroniques se convertissent en neutrinos muoniques et tauiques. Et on va voir, c'est ce qui constitue les oscillations de neutrinos. Alors, il y a une expérience japonaise dont je ne vais pas avoir le temps de parler si je veux vous parler d'astronomie neutrino qui a confirmé cette découverte. Donc, tout est expliqué dans cette magnifique plaquette où vous avez la photo du représentant qui est Atsuto Suzuki. Alors, c'est une expérience qui est située là au Japon. Les Japonais, vous voyez, sont très actifs en physique des neutrinos. Et donc, je vais passer très rapidement, juste pour vous dire que si jamais la solution qu'on trouve avec les expériences de neutrinos solaires est la bonne, eh bien, en plaçant un détecteur qui est situé à 200 km de réacteurs nucléaires, on devrait voir une disparition des neutrinos qui sont émis par les réacteurs. Cette disparition a été observée. Et je tenais à vous montrer, même rapidement, c'est transparent, juste pour vous dire que là, on est vraiment à la pointe de ce qui se fait en physique des neutrinos, hein, puisque ce sont les résultats les plus importants, à mon sens, qui ont été présentés à la conférence Neutrino 2004 au début de cette semaine. En fait, ils avaient été présentés avant, mais ils ont été maintenant confirmés de façon indéniable par cette collaboration. Voilà. Alors maintenant, on a vu le problème des neutrinos solaires, on a vu comment il était résolu, mais l'histoire ne s'est pas passée exactement comme ça, parce qu'en même temps que ces expériences qui recherchaient des neutrinos solaires,
il y a eu aussi des expériences qui ont mesuré des neutrinos atmosphériques, dont l'expérience Super Kamiokande, là encore, l'expérience japonaise. Alors, en fait, ces expériences n'étaient pas du tout faites pour mesurer ces neutrinos atmosphériques que je n'ai pas encore définis, mais je n'y manquerai pas. Ces expériences étaient construites parce qu'on pensait que le proton, on pense toujours qu'il peut se désintégrer, et donc elles étaient construites pour chercher les désintégrations de ces protons. En fait, il y avait un bruit de fond dans le détecteur, et le bruit de fond s'est avéré être ces neutrinos atmosphériques qui ont mené à une découverte fondamentale, la découverte de la masse des neutrinos. Alors, nous sommes bombardés sans arrêt par un flux de rayons cosmiques qui sont essentiellement des protons qui viennent de l'espace et des noyaux légers. Donc vous voyez qu'ils arrivent dans l'atmosphère et qu'ils vont créer un tas de particules. Et parmi toutes ces particules, on va voir qu'ils créent des neutrinos. Alors, donc la façon dont ça se passe est extrêmement compliquée, mais on peut mesurer quand même quelque chose de très simple, et ça les physiciens aiment bien le faire. Quand on regarde ici, vous voyez qu'un proton interagit avec de l'azote par exemple, puis ça donne, là encore on a une bouffée d'énergie, on crée des pions. Et ces pions sont instables et vont se désintégrer. Donc quand on regarde le bilan, un pion se désintègre en donnant un muon et un neutrino muonique. Et le muon est aussi une particule instable qui se désintègre en donnant un électron, un neutrino muonique et un neutrino électronique. Au bilan, ce dont on est sûr, c'est qu'on a au sol 2 neutrinos muoniques pour un neutrino électronique. Donc si vous avez un détecteur qui est capable de faire la différence entre ces deux types de neutrinos, et ça on sait le faire, eh bien vous pouvez mesurer comme ça le rapport. Et c'est ce que les physiciens se sont mis à faire. Alors, vous avez ici une coupe où j'ai enlevé un quartier de notre Terre et j'ai placé le détecteur Super Kamiokande qui a fait cette mesure. Alors il y a deux choses qu'on peut faire. On peut très bien regarder les neutrinos dits descendants. Donc on a l'atmosphère qui est au-dessus de nous, 10 km. Donc on a des neutrinos qui vont venir de par le dessus. Mais les neutrinos sont aussi des particules qui traversent la Terre sans aucun problème. Donc on a une atmosphère aux antipodes et donc les neutrinos peuvent aussi nous venir du dessous. Donc on peut très bien mesurer le rapport nu-mu-nuée qui viennent du dessus et le même rapport qui vient du dessous. C'est ce qui a été fait. Quand on regarde du dessus, aucun problème. On retrouve bien ce que l'on attend, donc 2 neutrinos muoniques pour un neutrino électronique. Mais quand on regarde ceux qui viennent des antipodes, eh bien on voit un rapport de 1. Il manque la moitié des neutrinos muoniques. Alors pourquoi? Eh bien, on peut regarder simplement déjà la différence qu'on a. Ceux qui viennent du dessus de l'atmosphère, ici, parcourent une distance de 10 km. Par contre, ceux qui viennent des antipodes parcourent plus de 10 000 km. Et donc, si on parle en termes d'oscillation, comme on va le voir tout de suite, ils ont le temps d'osciller, alors que ceux qui viennent du dessus n'ont pas le temps. Et donc, on peut quantifier tout ça de façon beaucoup plus précise. Et en 1998, à la conférence de Takayama, Super Kamiokande a annoncé cette découverte extrêmement importante qui prouve de façon indéniable, comme je vais vous le montrer, que les neutrinos sont massifs. Alors je viens maintenant aux oscillations de neutrinos. L'oscillation, c'est un phénomène extraordinaire, puisque c'est un phénomène d'interférence quantique, au cours duquel un neutrino d'une saveur donnée peut se métamorphoser spontanément en un neutrino d'une autre saveur. Un nuée peut se transformer spontanément en un umu ou un uto, vice-versa. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'il va falloir déterminer. Alors, donc, comment ça se passe? Donc ça sera la seule formule que je vais vous montrer dans cet exposé. Donc l'idée, c'est que au départ, vous produisez par exemple un neutrino muonique, et puis vous le laissez se propager. Et vous voyez ici, ça c'est la formule qui donne la probabilité qu'un neutrino d'une saveur se transforme vers un neutrino d'une autre saveur. Et c'est une fonction trigonométrique, on reconnaît un sinus, donc qui dit sinus dit une ondulation. Et vous voyez que si on se déplace, eh bien, si on se met là par exemple, eh bien, on aurait une certaine probabilité dans notre faisceau de neutrinos muoniques qu'on a créé au départ d'observer un neutrino électronique. Par contre, on définit ce qu'on appelle une longueur d'oscillation, longueur au bout de laquelle eh bien, notre neutrino muonique est redevenu en quelque sorte pur. Donc tout ça c'est un petit peu imagé. La chose qui est extrêmement importante, c'est que vous voyez les oscillations, la probabilité qu'un neutrino oscille d'une saveur à une autre est proportionnelle à un paramètre qui est la masse. En fait, qui est la différence de masse entre deux neutrinos. Donc si vous observez une oscillation, ça veut forcément dire que ce paramètre-là est différent de 0, ça veut forcément dire que les neutrinos sont massifs. Et c'est l'astuce que les physiciens ont trouvée pour déterminer que les neutrinos sont des particules qui possèdent une masse, très faible certes, mais ils en possèdent une, et ça maintenant c'est indéniable.
Alors, le seul petit point négatif ici, c'est que ce n'est pas la masse absolue qui intervient, c'est la différence de masse au carré entre deux neutrinos. Donc on peut mesurer que des différences, donc il va falloir d'autres expériences pour donner l'échelle absolue qui permettra de donc vraiment mesurer les masses des trois types de neutrinos qu'on connaît. Notez que jusqu'à présent on a vu des expériences qui sont pharaoniques pour détecter les neutrinos, mais on peut faire aussi des choses très très bien avec des expériences un peu plus petites. C'est ce qui a été fait à Chaux, dans les Ardennes, il y a quelques années, où avec un détecteur de 5 tonnes placé près de la centrale nucléaire donc de Chaux, on a pu mieux comprendre le résultat de Super Kamiokande. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais on a permis de bien vérifier que l'oscillation qui est vue dans le cas de Super Kamiokande, donc pour les neutrinos atmosphériques, c'est une oscillation de nu-mu de l'atmosphère qui se transforme en UTO. Et c'est pour ça qu'on en perd la moitié. Voilà. Alors évidemment, les physiciens, donc peut-être que vous commencez à les connaître, aiment bien tout vérifier. Donc ils se sont empressés de construire des accélérateurs optimisés pour vraiment bien vérifier cette oscillation vue dans le cadre des neutrinos atmosphériques. Une expérience a été construite au Japon, a pris des données et a déjà vérifié cette oscillation, où là on a un faisceau de neutrinos qui traverse, qui va couper le Japon et traverser donc le Japon en parcourant 300 km à peu près. En Europe, eh bien, les choses aussi s'accélèrent. Un faisceau de neutrinos est en train d'être construit entre le CERN, le laboratoire européen de la physique des particules, et le but c'est d'aller mettre un détecteur au laboratoire du Grand Sasso, donc de parcourir 730 km. Et le faisceau par exemple va passer à 10 km sous terre, à côté de villes très magnifiques, telles que Florence. Et on va aller mesurer l'oscillation après 700 km de traversée au Grand Sasso. Et il y a aussi donc, les Américains, bien sûr, qui font le même type d'expérience en envoyant un faisceau entre Fermilab et puis la mine de Soudan qui se situe dans le Minnesota. Alors rassurez-vous tout de même, une petite précision, les faisceaux de neutrinos sont absolument inoffensifs. Donc ne vous inquiétez pas. Bien, donc dans le temps qui me reste, je vais vous parler du futur. Je vais vous parler de l'astronomie et de la cosmologie qu'on peut faire avec les neutrinos. Alors la première chose, je reviens encore à cette magnifique expérience japonaise Super Kamiokande, c'est l'observation du Soleil donc en neutrinos. Alors Super Kamiokande, pour détecter les neutrinos du Soleil, utilise cette fameuse réaction de diffusion élastique où le neutrino va pousser l'électron simplement, et on va récolter donc la lumière qui suit cette réaction vers l'avant. Et ce qui est formidable dans ce processus, c'est que l'électron garde une trace, une mémoire de la direction du neutrino incident. Donc vous voyez, sur ce dessin, on a représenté le nombre d'événements en fonction de la différence entre l'angle d'où vient le neutrino et l'angle par rapport à la direction Terre-Soleil. Et on voit qu'il y a un pic énorme qui se construit ici, dans la direction du Soleil, tout comme les tournesols. Et donc on peut comme ça construire, donc on peut comme ça vérifier déjà que tous les neutrinos qui nous arrivent mesurés dans l'expérience Super Kamiokande viennent bien du Soleil. Et ça c'est une vérification qui est fondamentale. Donc on peut même en faire une image. Alors cette image, bien sûr, la résolution n'est pas très très bonne, puisque quand on reconstruit l'énergie du neutrino, la direction, pardon, c'est pas aussi bien qu'en optique. Et notez une information assez intéressante, le temps de pause ici est de l'ordre de 1500 jours, donc il faut du temps pour voir le Soleil en neutrino, mais c'est un bon début. Alors passons maintenant à une autre source, qui est une source extrêmement intense de neutrinos. Ce sont les supernovas. Les supernovae, pardon, et on a eu la chance d'en voir une en 1987, le 23 février 1987, supernovae qui a explosé dans le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie satellite de la nôtre, qui se situe à 100 000 années-lumière de notre galaxie. Et donc, qu'ont vu les physiciens? Eh bien, vous avez cette étoile, donc à droite, Sandouléac 6922, et le 23 février, elle a explosé, et donc on a vu un signal en optique tout à fait extraordinaire, mais on n'a pas vu que ça. Les gens, quand ils sont allés regarder ce qu'ils avaient dans leur détecteur de neutrinos, ils ont vu une bouffée de neutrinos par rapport au taux de bruit de fond que l'on a normalement dans ces détecteurs. En fait, une poignée de ces neutrinos ont été découverts en coïncidence entre deux détecteurs, l'un situé aux États-Unis et l'autre situé à Kamiokande, donc le précurseur de Super Kamiokande au Japon. Donc les neutrinos de supernovae ont été détectés et depuis, il y a tout un réseau de détecteurs autour du monde qui attend la prochaine supernova.
Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces neutrinos étaient partis il y a 160 000 années-lumière. Donc, vous voyez que tout s'est fait très très vite. Les gens ont construit le détecteur patiemment en attendant que ces neutrinos arrivent en 1987 et soient détectés. Alors, tout ça, ça mène, évidemment, ce sont des découvertes qui sont fondamentales pour la physique des particules. Et ça nous a amené à 2 tiers de prix Nobel de physique en 2002. Le premier pour Raymond Davis Jr., pour ses travaux donc, pour l'expérience Homestake et la détection des neutrinos solaires. Et le deuxième donc, tiers pour Masatoshi Koshiba, car c'est lui qui a impulsé donc, les détecteurs Kamiokande et Super Kamiokande. Donc leur contribution, c'est pour leurs travaux pionniers dans le domaine de l'astrophysique, en particulier pour la détection des neutrinos cosmiques. Je ne voudrais pas oublier le troisième tiers, qui est Giacconi, pour ses travaux sur l'astrophysique rayon X. Voilà. Alors quel est l'avenir maintenant de l'astronomie neutrino? Eh bien, les neutrinos nous aident à comprendre l'infiniment petit. Ils ont la propriété extrêmement intéressante qu'ils interagissent très faiblement avec la matière. En plus, ils ne sont pas chargés. Alors, s'ils interagissent très faiblement, ils vont nous permettre d'aller sonder les régions les plus denses de l'univers. Là, j'ai représenté par exemple une vue d'artiste d'un noyau actif de galaxies. Et donc, on aimerait bien observer de telles sources. Et comme ils ont une charge nulle, ils ne sont pas déviés par tous les champs magnétiques qui baignent dans l'univers. Et donc, on peut récupérer directement donc, la direction de la source. Alors voilà ce qu'on voit, par exemple, pas en neutrinos bien sûr, mais dans des contributions type rayon X ou rayon gamma des sources quand on fait une carte du ciel. Donc, et en astronomie neutrino, pour le moment on en est là. Bien sûr il y a le Soleil, bien sûr il y a la supernova 1987A, mais donc c'est vraiment une ère nouvelle qui va s'ouvrir, d'observer, donc d'ouvrir une nouvelle fenêtre d'observation. Et pour ça des détecteurs sont en construction. Alors là il y a moins de neutrinos qui nous arrivent. Donc les physiciens ont été très astucieux. Pour avoir des volumes de détection beaucoup plus grands, la Terre est utilisée comme cible. Et l'océan est utilisé comme détecteur. Donc ce n'est pas de la science-fiction. Vous avez ici le détecteur Antares qui est en construction au large de Toulon. Alors l'idée, c'est qu'ici, on a un accélérateur de neutrinos, quelque part. Des neutrinos sont produits, très énergétiques. Ils vont interagir dans la Terre pour produire un muon. Et ce muon va traverser le détecteur. Vous voyez que les tubes photomultiplicateurs ici sont orientés vers le bas et vont permettre de détecter, là aussi encore, la lumière Cherenkov qui est émise par ces muons. Et comme ça, on peut donc commencer l'ère de l'astronomie neutrino. Alors bien sûr, on observe ce qui est toujours aux antipodes. Alors ça, ce n'est pas du tout de la science-fiction, puisque vous voyez que cette expérience est en cours d'installation, et notamment ici avec le support du Nautile, qui là est en train d'être déployé donc pour installer un câble qui va relier le détecteur sous-marin avec la côte. Alors, donc on voit qu'on utilise les océans, mais les physiciens ne sont pas en manque d'imagination. Alors, juste avant de parler de ça, Antares cherche à détecter des neutrinos, mais ne voit pas que des neutrinos, donc j'allais l'oublier. Il y a aussi donc la vie se cache partout sur notre planète, et donc il y a ce qu'on appelle la bioluminescence, et le détecteur Antares voit toutes ces activités lumineuses dans le détecteur. Alors les physiciens ne sont pas en reste, je le disais, pour trouver des idées, puisqu'ils vont jusqu'en Antarctique, pour installer des détecteurs. Et là aussi, c'est un détecteur dédié à l'astronomie des neutrinos. C'est une collaboration qui s'appelait Amanda et qui va construire un détecteur qui s'appelle IceCube. Un détecteur gigantesque qui est placé sous la glace, là aussi pour observer ces neutrinos. Et vous avez ici, par exemple, la taille de notre tour Eiffel, comparée ici à la taille du détecteur, qui est de l'ordre d'1 km cube. Donc vous voyez, on instrumente la glace pour traquer ces neutrinos qui nous viennent des confins de l'univers. Alors les neutrinos ont aussi jouent un rôle aussi très très important en cosmologie. Donc vous en saurez probablement beaucoup plus si vous assistez à la conférence de Reza Ansari dans ce cycle. Alors les neutrinos ont joué un rôle fondamental, surtout quelques secondes après le Big Bang. Le Big Bang, cette formidable explosion qui a eu lieu en chaque point de l'univers, donc il y a à peu près 15 milliards d'années. Donc la matière a été créée, il y avait aussi beaucoup de neutrinos. Et vous avez peut-être entendu parler d'un rayonnement de fond diffus cosmologique pour les photons, rayonnement qui a apporté énormément de connaissances ces dernières années en cosmologie. Donc c'est un rayonnement de photons qui baigne l'ensemble de l'univers. Eh bien, il existe un rayonnement du même type, mais pas de photons, mais constitué de neutrinos. Donc les neutrinos, en ce moment, baignent dans l'univers. Le rayonnement des photons, il a une température de 2,7 Kelvin.
Le rayonnement des neutrinos, lui, a une température un petit peu plus faible, 1,9. Et chaque centimètre cube de l'espace, c'est ça qui est important, contient à peu près 330 neutrinos, toutes saveurs confondues. Alors ça, est-ce que c'est beaucoup, hein, sachant que bon, si on connaît un petit peu la physique, on voit que si on prend une pièce de monnaie ou n'importe quoi, on a tout de suite 10 exposant 20, 10 exposant 30, pardon, 10 exposant 20, 10 exposant 23 atomes. Donc ce n'est pas un chiffre qui est énorme par centimètre cube, mais bon, ça c'est partout dans l'univers. Hein. Donc les neutrinos pèsent quand même un peu. Alors ça, c'est peut-être une partie qui est un peu plus compliquée, c'est l'impact de la masse des neutrinos sur les structures de l'univers. Donc les gens qui font de la cosmologie, les gens qui observent la distribution des galaxies dans l'espace, les gens qui envoient des satellites pour mesurer ce fond diffus cosmologique, peuvent contraindre la masse des neutrinos. Et on a ici un exemple où c'est une simulation des structures qu'on observe dans l'univers, et qu'on mesure aussi, hein, en fonction d'une masse du neutrino qui va de 0 à 7, ici c'est en électronvolts. Et vous voyez que la structure qu'on observe change. En fait, les neutrinos empêchent certaines structures de se former quand ils sont massifs. Ici, on a moins de structures qu'ici. Et donc comme ça, en comparant l'observation et la théorie, le modèle standard, là non plus de la physique des particules, mais le modèle standard du Big Bang, on peut dire que les neutrinos sont peut-être pas si lourds que ça, de l'ordre d'1 électronvolt. Alors tout ça, c'est des électronvolts, ça ne parle pas beaucoup. Ce qui est peut-être un peu plus parlant, c'est comparer aux étoiles combien pèsent les neutrinos. Eh bien, ce qui est frappant, c'est que les neutrinos pèsent probablement autant que l'ensemble des étoiles dans l'univers. Mais tout ça, ça pèse tout de même pas très lourd, hein, puisque les étoiles pèsent moins d'1% de la masse de notre univers. Les étoiles, en fait, vous avez peut-être entendu parler de ce fameux problème dans la matière noire, hein, qui domine la masse de notre univers. Donc il y a la matière noire, il y a aussi ce qu'on appelle de l'énergie noire, et vous en saurez énormément plus demain si vous assistez à la conférence de Reza Ansari. Alors, donc, je vais juste vous donner un panorama de ce qui va se faire par la suite. Donc les oscillations, ça nous permet de mesurer les différences de masse entre les neutrinos, mais ce qui est fondamental, c'est de mesurer en laboratoire les masses, hein, de ces particules. Donc il y a des expériences, j'ai pris un exemple, en fait je l'ai pris parce qu'on revient au départ, hein, on revient au spectre bêta en 1914, hein, en mesurant très précisément ici, donc on a une désintégration bêta, et en regardant ce qui se passe tout à la queue de la distribution en énergie de ces électrons qui sont mesurés, hein, comme ce qui était fait en 1914, eh bien on voit que si les neutrinos ont une masse, la forme de ce spectre va être un petit peu différente. Et donc, avec des instruments, vous voyez, extrêmement sophistiqués, un spectromètre, ici vous voyez la taille hein, d'un être humain, c'est une expérience qui va avoir lieu à Karlsruhe en Allemagne, avec un spectromètre qui va sélectionner uniquement la queue de la distribution et qui va la comparer à ce qu'on attend dans le cas d'un neutrino de masse nulle. On va comme ça pouvoir aller chercher une masse des neutrinos, donc on va pouvoir améliorer nos connaissances, et ça va prendre des données, ça va commencer à fonctionner d'ici quelques années. Donc c'est un des exemples, hein. Il y a d'autres expériences bien sûr qui recherchent une masse, l'échelle absolue de la masse des neutrinos. Alors évidemment, il y a aussi tous les paramètres qui gouvernent les oscillations entre les NUMU, les NUTO, les NUE, et ainsi de suite, les neutrinos, les antineutrinos. Donc, pour bien comprendre tout ça, il faut plus de statistiques. Et donc, les gens sont en train de penser à des détecteurs encore beaucoup plus grands. Je vous rappelle que Super Kamiokande, qui est déjà énorme, c'est 50 000 tonnes. Et maintenant, les physiciens parlent déjà de construire des détecteurs très prochainement, de la taille d'1 mégatonne. Vous voyez ici un projet, donc là encore au Japon, Super Kamiokande. Hyper Kamiokande, donc parce que super a déjà été utilisé évidemment. Et donc on n'est pas en reste en Europe, hein, puisqu'il y a en projet un détecteur qui se situerait entre la France et l'Italie dans le tunnel du Fréjus, où on ferait exactement le même type de physique. Donc c'est un candidat aussi comme site de tels détecteurs là, remplis d'eau. Alors pour conclure, les neutrinos, à quoi ça sert? J'aimerais juste faire le point pour vous dire que bon, ce qu'on fait, c'est de la recherche fondamentale. J'espère que j'ai pu faire passer l'idée que les neutrinos nous ont appris énormément sur la structure de la matière, nous ont vraiment permis de comprendre le modèle standard de la physique des particules, et on voit maintenant qu'avec leur masse, ils vont nous permettre d'aller au-delà et de continuer à élaborer ce modèle, puisqu'il va falloir vraiment incorporer cette masse dans le modèle, et ça va venir avec toutes les expériences.
Et ça, c'est le premier côté, l'infiniment petit, mais les neutrinos nous permettent aussi de sonder maintenant, et surtout, ça va s'accélérer dans le futur, de sonder le cosmos, de sonder l'infiniment grand. Donc cette recherche fondamentale a son intérêt en elle-même, hein, c'est vraiment indéniable. Mais on commence à voir quand même les premières applications arriver du coin de l'œil. C'est une application qui est extrêmement noble, hein, c'est que les neutrinos pourraient très bien aider à la non-prolifération des armes nucléaires. Alors, il y a une branche des Nations Unies qui est l'AIEA, qui a pour but de contrôler, au nom de la communauté internationale, que les États membres, qui sont presque tous les États, à quelques exceptions près, ne détournent pas leurs installations nucléaires civiles à des fins militaires. Et les neutrinos s'échappent de tout. Les neutrinos sont produits dans les centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires, on a de l'uranium. Et puis, si on veut produire des matériaux pour faire des bombes nucléaires, eh bien, il faut transformer par exemple de l'uranium en plutonium. Ça se fait au sein des centrales nucléaires. Et il est possible qu'en plaçant un petit détecteur de neutrinos très modeste, hein, entre 1 tonne et 10 tonnes, à côté de chaque centrale nucléaire, on puisse comme ça contrôler ce que font les gens vraiment. Hein. Ce que fait, évidemment, l'AIEA a des tas de procédés de contrôle, mais ça serait un contrôle indépendant et qui permettrait de vraiment voir ce qui se passe au cœur de ces centrales nucléaires. Ça, c'est une possibilité hein, qui est, à mon sens, pas de la science-fiction, puisque l'AIEA est en ce moment en contact avec les physiciens, donc, notamment ici en France, pour étudier la possibilité de faire ces contrôles. Une deuxième chose qui est là peut-être plus de la science-fiction, mais je voudrais quand même le mentionner, c'est la détection d'explosions nucléaires. Alors évidemment, une explosion nucléaire, quand c'est une explosion qui est avec des bombes qui sont très très importantes, eh bien ça se voit par d'autres moyens certainement, notamment les sismographes. Mais par contre, on peut imaginer de fabriquer des petites bombes nucléaires, qu'on dit de la taille d'1 kilotonne. Vous avez ici par exemple un essai nucléaire ici au Pakistan. Et en plaçant des détecteurs là, de neutrinos gigantesques, par exemple des détecteurs de 2 km de côté, allons, nous pouvons rêver, judicieusement au fond des océans, eh bien, on pourrait comme ça localiser ces explosions nucléaires et les détecter. Donc vous voyez que bon, on est proche des applications et c'est sur cette mission de non-prolifération que je vais m'arrêter. Voilà, merci.